Nous allons aborder notre première thématique ce soir, et je démarre avec Dr Sango, politologue et internationaliste. Vous avez suivi, comme nous, cette sortie de l'Organisation internationale de la francophonie après cette réunion organisée le week-end dernier. L'organisation se dit très préoccupée par la situation sécuritaire dans le Sahel, notamment au sein de l'AES, et pourtant ces trois différents pays ne font plus partie de l'organisation. Docteur Sango, quelle grille de lecture pour planter le décor pouvez-vous apporter à cette information? Merci Madame Begoudé Cassandra. Bonsoir à mes copanélistes avec qui je vais passer l'émission. J'ai envie de dire ici Abdoulaye Ziz Konaté, avec qui nous n'avons plus passé l'émission depuis un certain nombre de temps. C'est un plaisir de le retrouver encore ce soir. Je vais également transmettre mes salutations chaleureuses à Cheilou, mon copanéliste d'habitude. Nous avons toujours l'habitude de nous retrouver ici chaque dimanche. Et bonsoir également à l'Afrique. Pour revenir sur votre thématique ou sur votre question, je pense que c'est une sortie inopportune. Une sortie inopportune, en réalité, qui ne va rien apporter, ou du moins qui montre tout simplement les responsabilités de cette organisation internationale qu'on appelle la francophonie. Parce qu'en réalité, lorsque cette organisation fait une sortie aujourd'hui pour dénoncer ce qu'elle a appelé le terrorisme, je pense qu'elle est en train d'orienter les regards ailleurs, alors que nous connaissons tous les responsabilités qui encadrent les uns et les autres quant à ce qui concerne le terrorisme en Afrique. Pire encore, lorsqu'il s'agit de ces trois États de l'AES, nous savons du reste que ces trois États de l'AES ont claqué la porte de la CEDEAO, ont décidé de prendre une nouvelle trajectoire justement parce qu'ils avaient compris que les causes du terrorisme n'étaient pas des éléments métaphysiques qui venaient de nulle part, n'étaient pas des causes ex nihilo. Les causes du terrorisme étaient très bien connues et cernées. Et ils ont identifié ces causes-là, et ces causes-là n'étaient rien d'autre que cette influence coloniale occidentale qui prévalait encore à l'intérieur de cette organisation et au-delà de toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie devrait plutôt se tirer une balle, n'est-ce pas, sur la tête pour faire ce qu'on appelle une sorte d'aggiornamento, à l'effet de repenser ces stratégies envers ces États membres. Le véritable rôle que cette organisation joue à travers le monde. Je vais vous dire qu'en réalité, si dans ses statuts et dans son organisation, cette organisation-là dit vouloir promouvoir la langue française partout dans le monde, sur le plan de la réelle politique, en réalité, il n'en est souvent rien. Il y a souvent des objectifs implicites mafieux sur le terrain qui accompagnent cette organisation-là, n'est-ce pas, de manière globale. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cette sortie-là ne devrait même pas attirer attention aujourd'hui. Nous savons que parmi les organisations internationales qui ne permettent pas à ce que le monde soit sécurisé, du moins ce qu'on appelle aujourd'hui le prix carré français, parce que nous sommes là en train de parler d'une institution qui appartient à cette puissance-là. Cette organisation a été identifiée comme un des éléments, n'est-ce pas, de maintien ou du moins un adjuvant du terrorisme. C'est la même chose avec les Nations Unies, par exemple, ces organisations internationales qui ont été, n'est-ce pas, transformées en instruments d'opérationnalisation des intérêts de ces puissances occidentales sur le continent africain. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les États de l'AES n'ont plus besoin de ce genre de distraction. D'accord? Parce que moi je pense que c'est une distraction. Cette sortie-là vise tout simplement à vouloir distraire les États de l'AES qui ont décidé de prendre une trajectoire irréversible. Il faut tout simplement que ces États continuent dans cette dynamique parce que nous voyons du reste que le peu de temps que ces États-là, ou du moins ces trois leaders viennent de passer à la tête de ces États-là, il y a une sorte de rassurance et d'assurance en termes du terrorisme. Il n'y a plus des incursions répétées dans cette localité, ou du moins dans ces trois États. On voit bel et bien que ces trois présidents, tant bien que mal, travaillent pour apporter des réponses efficaces au processus, n'est-ce pas, du terrorisme qui a été pensé par les puissances occidentales comme un instrument
de sauvegarde et de déstabilisation des puissances africaines. Donc, il faut tout simplement que nous, panafricanistes, nous accompagnons ces États de l'AOS en termes de stratégie et en termes de conseils, en termes, n'est-ce pas, d'analyse pour que, à terme, le terrorisme cesse d'être utilisé ou d'être imposé aux États africains comme étant un élément colonial qui, en réalité, les empêche de penser les politiques économiques de développement. Parce que c'est ça l'enjeu, maintenir l'Afrique dans la pauvreté et le sous-développement pour que les matières premières et les ressources naturelles de leur continent puissent bénéficier tout simplement aux puissances occidentales. Donc pour moi, personnellement, je ne sais pas ce que pensent les autres. C'est une sortie inopportune qui vise tout simplement à distraire et non à conscientiser ou alors à apporter des véritables solutions de sécurisation de ces trois États. Merci, Dr Sango, pour cette première lecture sur la question. Abdoulaziz Konaté, vous êtes également avec nous sur ce plateau. L'OIF a donc fait cette sortie après la dernière réunion qui s'est tenue à Paris, où on a vu la participation de plusieurs États comme la RCA, la RDC, le Rwanda, sans oublier cette nouvelle qui avait été annoncée, c'était la réhabilitation de la Guinée-Conakry qui pourtant était dans la même situation que les pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Une sortie comme celle-là, Dr Sango estime qu'elle est inopportune, qu'elle ne devrait pas faire son de cloche auprès des pays de l'AES. Pensez-vous qu'elle est réellement, c'est-à-dire inutile? Bon, au-delà de ce point de vue, Madame Megoudé, oui. Il me semble que quand on prend un peu de recul et qu'on veille vouloir scruter cette organisation proprement dite dans le fond et les impacts déjà sur le plan économique et géostratégique qu'elles peuvent avoir encore sur le continent africain, fort est de constater très rapidement que c'est un géant au pied d'argile qui en réalité s'est désagrégé de ses attributs, au moins un peu plus de 60% aujourd'hui. Je parle de l'organisation en elle-même. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'elle est pilotée par un pays qui est la France, qui est tutélaire de cette organisation, qui est fondatrice de cette organisation. Et donc, c'était bien évidemment à l'époque des Lumières où vous aviez la Grande France, cette France qui avait sur la scène diplomatique, sur la scène internationale, ou le français, où il y avait bien évidemment cette époque des 30 glorioles qui ont été matérialisées par tous ces grands hommes de littérature qu'on connaît. Et donc la France avait donc une influence majeure sur la scène internationale en termes bien évidemment géostratégiques et même économiques aussi, de par bien évidemment les hommes qui portaient la politique de cette France-là. Mais voyez-vous que sous l'ère nouveau ou alors avec l'avènement des différentes pôles aujourd'hui auxquels sont amenés à vivre les réalités du globe, la France en elle-même ne constitue plus véritablement ce poids en termes justement d'influence diplomatique, économique et même géostratégique. Donc du coup, cette organisation en elle-même, effectivement, déjà, est vide dans son contenu. Elle s'est dépossédée d'une bonne partie, n'est-ce pas, de ce qui faisait même sa force, en, bien évidemment, pensant à un projet global qu'ils ont appelé l'Europe. Et donc, en allant vers un projet global comme celui-là, ça a désagrégé d'abord la puissance qu'avait justement un pays comme la France à l'époque, et avec, bien évidemment, tous les cercles d'influence qui crépitaient autour de cette organisation. Maintenant, si vous avez déjà pris en connaissance justement cet aspect périphérique de votre question, vous comprenez donc que quand vous entrez maintenant dans la profondeur, c'est-à-dire que représente donc la vie bien évidemment d'une organisation comme celle-là sur encore le continent africain, quand on voit les différentes pôles qui sont en train de se mouvoir sur le continent africain, fort est de constater très rapidement que effectivement il n'y a plus effectivement matière à pouvoir peser dans les décisions et les orientations qu'on peut prendre.
on aurait voulu voir, et c'est en cela que, comme j'ai l'habitude de le dire, le diable se cache dans le détail. On aurait voulu voir cette organisation sortir, par exemple, quand il y a eu des soldats du FAMA qui sont tombés sur le front récemment face à l'attaque djihadiste qui a fait causer la mort de nombreux soldats maliens. On aurait voulu voir, par exemple, cette organisation féliciter justement cette armée républicaine-là dans la reprise de Kidal. Oui. On aurait voulu voir, par exemple, dans les impressionnantes avancées sur le plan d'abord sécuritaire, globalement de l'AES, mais aussi sur les innovations qui sont en train d'être amenées justement pour résorber un certain nombre de problèmes macroéconomiques à l'intérieur de ce nouvel espace du Liptako-Gouma, voir l'organisation internationale en réalité, n'est-ce pas, de la francophonie, jouer franc jeu et donc effectivement, n'est-ce pas, essayer de redorer son blason ou du moins permettre à la France de revenir sous une autre casquette à l'intérieur de cette enceinte-là. Bon, aujourd'hui, il est difficile de pouvoir cacher son jeu. On sait très bien que c'est la France qui tire les marrons dans l'ombre et donc souhaite très certainement vouloir venir refaire encore une fois de plus la leçon, alors qu'elle n'est pas en train de comprendre que cette façon de vouloir toujours traiter son partenaire, son alter ego, comme de façon paternaliste, ne peut plus aujourd'hui avoir les effets escomptés. C'est une idéologie qui est déjà dépassée et donc très certainement il faudrait s'adapter avec les réalités contextuelles actuelles. Malheureusement, quand on voit cette sortie-là, on peut effectivement rejoindre la position du docteur Sango pour dire qu'elle est inopportune et elle est vide de sens et très certainement, cela ne va pas contribuer à permettre à cette organisation-là, en réalité, de venir conforter sa place qu'elle a déjà majoritairement, il faut le dire, mise en difficulté dans cette zone-là. Parce que pour le moment, il y a encore les rapports économiques qui existent, il y a encore un certain nombre d'éléments vivant. Ce n'est pas que cette relation est totalement rompue, mais ce type de sorties ne sont pas de nature à raviver le capital confiance qui peut permettre à ce qu'il y ait une collaboration saine et même que ces pays-là envisagent, pourquoi pas demain, de revenir effectivement. Mais cela me fait penser, je sortirai là pour mon premier jet, à la sagesse du président, paix à son âme, burkinabé, Thomas Sankara, qui disait, ces gens, quand vous les voyez vous dérouler du tapis rouge, ça veut dire qu'il faut vous poser des questions. Quand vous les voyez taper sur vous, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et effectivement, fort est de constater que les pays qui n'ont pas été justement appelés lors de ce sommet récent, du côté de Paris, sont effectivement, on est à même de penser qu'ils sont effectivement ceux-là qui effectivement peut-être sont en train de viser dans le vrai finalement et qu'il faudrait les prendre avec beaucoup plus de sérieux que cela ne l'est actuellement. Et tout en rappelant bien évidemment aussi la bourde, vous n'avez pas vous avez omis cela, mais la bourde qu'il y a eu avec la RDC aussi, qui est quand même le pays francophone, le plus grand pays francophone de l'organisation, avec 90 millions quand même de personnes qui parlent le français. Donc, c'est dire que c'est une organisation qui est vraiment en train de se désagréger et il me semble que ça n'ira pas pour le faire pour le mieux dans les jours à venir. Merci Abdoulaziz Konaté pour ce point de vue apporté dans le cadre de ce programme et particulièrement pour la première partie de cette thématique chez Elou Lawson qui est également avec nous. Eh bien, on le retrouve, Monsieur Lawson, au-delà des inquiétudes concernant l'aspect sécuritaire. L'organisation appelle à l'acceptation de la main tendue. En tout cas, c'est qu'elle estime, ce qu'elle considère comme une main tendue vers les pays de l'AES en la réhabilitation de la Guinée. En plus de réhabiliter la Guinée, alors l'OIF tient à rappeler son intérêt pour les pays de l'AES et donc estime qu'il s'agit d'une main tendue et appelle ces différents pays à retourner auprès de celle-ci et à avoir un partenariat comme par le passé, mais surtout à avancer main dans la main. Comment est-ce que vous analysez cette prise de position de l'OIF après déjà les accusations dont on va parler tout à l'heure de violation des droits de l'homme? Merci Madame Bengoudé pour la question. Permettez-moi quand même de saluer votre équipe et le plateau pour ce travail formidable que vous faites chaque dimanche
en portant le grand angle de l'actualité politique sur le continent, en donnant l'heure juste. Merci également à ces techniciens qui veillent comme des anges au grain. Je salue Dr Sangro et puis M. Konaté pour la pertinence qu'ils apportent à l'analyse politique sur le plan. La question que vous posez, me semble-t-il, est vertigineuse. Ça demande quand même qu'on l'apprécie, qu'on l'aborde avec une triplicité en termes de grille d'analyse. Mais déjà, ça me pose un problème fondamentalement. On a le sentiment que les Africains sont majoritistes. C'est-à-dire que nos leaders politiques n'ont pas cette capacité d'intégrer dans leur analyse, dans leur politique, dans leur vision, l'historicité des rapports, n'est-ce pas, avec la France, ce que cela a de conséquences ou d'enjeux conséquentiels sur la vie des Africains, et également saisir les enjeux géopolitiques ou de bouleversement géopolitique. Il faut quand même rappeler que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qu'est-ce que c'est en réalité? Pour comprendre, il faut juste interroger son historicité. C'est une organisation qui d'abord s'appelait ACCT, c'est-à-dire Agence de coopération culturelle technique, qui a été fondée à Niamey le 20 mars 1970. On parle donc de coopération culturelle et technique. Et qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie évidemment aux accords léonins des années 70, où la France a refusé la décolonisation et a mis en place une architecture qu'on appelle la France-Afrique pour mieux dompter les pays africains, leur imposer son dictat pour continuer par s'accaparer des richesses du continent et garder les Africains dans une forme de dépendance, dans une forme de racisme qui a toujours produit la pauvreté et le sous-développement. Donc 60 ans plus tard, avec cet élan panafricaniste qui se lève sur le continent et qui nécessite justement que les Africains se redéfinissent et qu'ils embrassent la souveraineté. C'est ce qu'on voit par exemple avec les pays de l'AES, d'ailleurs qui ne sont pas invités alors que l'OIF a été créé à Niamey. C'est quand même un signe des temps. Voyez-vous, alors c'est cet AES-là qu'on écarte. Et c'est les autres pays africains courent encore vers leur maître pour dire qu'ils sont en train de soutenir un espace dont les objectifs, pendant toutes ces années, ne sont pas atteints. Il a fallu 2005 pour que l'OIF se débaptise comme agence de coopération culturelle et technique pour devenir l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, si on reste toujours dans cette grille de lecture, n'est-ce pas, historique, on se rend compte que qui ont porté cette organisation dès le départ, en tout cas, quels sont les Africains proxy qui l'ont porté? Il y a Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas, en 1960, il y a eu Diori, Amani Diori du Niger, il y a eu également un Norodom Sihanoun du Cambodge. C'est eux qui ont porté l'idée de cette coopération. Donc nous sommes dans la France-Afrique, dans ce cas de perversité, de tromperie, n'est-ce pas, puisque 60 ans plus tard, le bilan ce n'est que du chaos. Chaos parce que et là j'aborde le deuxième point, en termes d'objectifs, c'est quoi les objectifs de cette organisation? On parle de paix et de démocratie. Regardez l'espace francophone pour voir comment cette paix, cette démocratie a évolué. On parle d'éducation, comment l'espace francophone a réussi à créer un système éducatif qui est au service du développement. 60 ans plus tard, que ce soit nos bouquins, le curriculum de formation, tout ça est encore dicté par la France qui veut maintenir les Africains dans une forme de contrôle de leur imaginaire, de leur système éducatif. Même les bouquins qui constituent la base, n'est-ce pas, des formations dans les pays francophones sont produits par deux entreprises en France, Ratier et puis Hachette. Et ces deux entreprises, quelque part,
C'est eux qui éditent la plupart des bouquins de l'éducation nationale, qui fait en sorte que dans un système de subvention par les organisations de Bretton Woods, qui fait que nous n'avons pas le contrôle de notre éducation et on nous parle de francophonie, d'espace, de liberté, alors que tout est fait pour nous contrôler. Enfin, le domaine économique. Comment l'OIF a contribué à l'essor économique des pays africains? On voit encore, alors ça nous renvoie au franc CFA, quelqu'un qui est une monnaie qui contrôle encore et qui produit la pauvreté dans ces espaces. Alors quand vous passez en revue à tous ces éléments-là, vous vous demandez pourquoi ces pays accourent encore à la francophonie et qu'est-ce qu'ils en tirent fondamentalement. Alors, le troisième aspect de mon analyse, c'est la culture, c'est la culturalité. Puisque la langue, c'est la culture, la langue véhicule une identité, une culture, vous voyez, un imaginaire. Alors que cette langue-là, malgré que nous parlons français, que c'est une langue qu'on nous a proposée en partage, comment les Africains, depuis les 60 dernières années, ont pu contribuer à cette langue qu'on nous présente comme une langue partagée. Quel est l'apport en termes de sémantique, en termes de vocabulaire, en termes comment on l'appelle, d'évolution même du lexique de cette langue française, qui reste une propriété de la France et de l'Académie française, d'une certaine manière. Donc, tous ces éléments-là, au même moment, ça tue nos propres langues, ça tue notre culture, puisque nous ne pouvons pas développer la langue africaine, au lieu de parler de francophonie, il faut plutôt parler d'africaphonie. Alors, donc, du moment où on est occupé par la francophonie, on n'a plus d'espace pour pouvoir développer, n'est-ce pas, notre propre culture, notre propre langue. On est donc dans cette dépendance qui relève du plan de De Gaulle qui a refusé la colonisation et qui a proposé une genre de maintien de l'Empire français à travers l'Union française avec l'ensemble, n'est-ce pas, des colonies. On est encore en plein là-dedans, alors que nous voyons aujourd'hui que la France est à la base de toutes les violences du terrorisme, donc de la colonisation qui s'organise encore. Donc je crois que dans ce jeu-là, il faudrait que les Africains comprennent que leur avenir ne passe pas par la francophonie, ça passe justement par la souveraineté de l'Afrique, la redéfinition des fondamentaux sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan économique. Et cette souveraineté doit s'appuyer, doit trouver ses racines profondes dans notre antériorité à la culture, à l'identité et à redéfinir un horizon de dépassement justement de tout ce que les pesanteurs de ce système colonialiste, impérialiste que nous portons jusqu'à présent. D'accord. Donc, de mon point de vue, nous devons plutôt aller vers la rupture fondamentale, et c'est ce que font les pays de l'Ouest, raison pour laquelle ils ne sont pas invités. Et les autres pays, tout simplement, sont dans une démarche de traîtrise, une démarche de décélébration de leur vision politique. Et c'est toujours l'Africain aliéné qui se justifie comme ça dans assez bizarre, assez bizarre. Merci, chez Elou Lawson.